Parce que vous savez, quand on est dans des milieux protégés, quand on gagne pas trop mal sa vie, etc., il faut être connecté avec la vraie vie, hein, parce qu'on peut vite se déconnecter, être dans un autre monde où on se rend pas compte de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et tiens, puisque notre discussion tourne beaucoup autour de l'écologie, de l'environnement. Il y a une règle que je m'applique depuis des années, mais encore une fois, c'est du bon sens. Je me l'applique sans qu'on me l'ait expliqué. C'est juste inné. C'est juste, que ce soit dans mes entreprises ou ailleurs, je dis toujours, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a près de chez nous? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Notion du collectif, comment on peut entraîner les autres dans notre sillage, vous initier une bonne action, soyez déjà vous exemplaire pour du coup aller inciter les autres à vous suivre, vous voyez, pas chercher à être un exemple, restons humbles, mais par contre, prenons l'exemplarité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Jean-Louis Louvel, bienvenue dans Émergence. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Bonjour Baptiste, donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis en fait un entrepreneur autodidacte, puisque j'ai arrêté à l'école à 16 ans et un jour, qui s'est lancé à partir d'une petite idée à l'âge de 24 ans. Et puis un peu un touche à tout dans plein de domaines, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, vous avez commencé tout seul et vous êtes débrouillé dans votre coin et vous avez fait plein de choses au final, si je constate, parce que là, aujourd'hui, vous êtes président d'un club de rugby professionnel en 2e division, c'est ce qui est l'objet aujourd'hui du podcast, et vous avez aussi, à côté de ça, si je comprends bien, une entreprise de palettes et d'autres activités. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai une petite idée autour d'un produit qui est pas d'apparence sexy, mais on se rend compte d'ailleurs avec le confinement, le Covid, cette crise sanitaire, que c'est un produit essentiel, puisque 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette, et on est évidemment très proche de la terre, de l'arbre, puisque 94% des palettes sont en bois. Hein, donc c'est mon métier principal. Voilà, c'était une petite entreprise, une petite idée quand j'étais jeune, sans argent, sans formation, comme quoi tout est possible. C'est ça qui est intéressant. Rien n'a été facile évidemment, et on a démarré à 3 en mars 1993, et aujourd'hui notre groupe principal autour donc de l'emballage représente plus de 1000 personnes, et nous sommes implantés dans 8 pays. On est même devenu, dans notre domaine en tout cas, le leader européen. Ok, c'est intéressant. Aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, on va vous interviewer principalement pour les activités liées au rugby. Vous avez parlé d'arbres à travers votre entreprise, c'est ce qui va nous lier dans cette interview. Pour commencer, quel a été l'événement qui a été à l'origine de votre conscience écologique? On va revenir sur ça parce que là, vous avez parlé d'entreprise, mais vous avez une conscience écologique et ça va se retranscrire dans votre entreprise et dans le rugby. Quel a été, vous, l'événement qui vous a créé, éveillé autour de l'écologie? Alors, vous avez raison, Baptiste, parce que, bon, évidemment, maintenant, et il est temps, on parle beaucoup de l'écologie, mais vous voyez, presque 30 ans auparavant, quand on était en 1993, en fait, il y a 2 événements majeurs. Il y en a un qui est juste pourvu de bon sens, c'est que je suis père de 2 filles. Donc ça, déjà, quand on est père et qu'on a cette envie de transmettre, un père a envie de transmettre à ses enfants, et ça fait partie aussi, donc la planète fait partie aussi de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Hein. Mais ce qui a été surtout le déclencheur, c'est mon activité, cette proximité avec le monde de la terre, avec le bois, avec les arbres, le plaisir de façonner le bois aussi, de l'exploiter, puisque nous avons jusqu'à l'exploitation forestière, on a même des forêts, notamment en Aquitaine. Donc justement, imaginez par exemple que dans mon activité d'emballage, ce que mes collaborateurs ont planté ce matin, nous allons le récolter, pour mon activité en tout cas, on va le récolter dans 30 ou 35 ans. Donc vous êtes obligatoirement sur une démarche de développement durable, de ressources évidemment certifiées PEFC, FFC, etc. Mais vous voyez, si on abattait juste les arbres sans le souci de replanter et de faire ça évidemment intelligemment et bien comme il se doit, de toute façon, mon activité en tout cas serait déjà terminée, quoi. Voilà. Donc c'est beaucoup de bon sens qui m'anime. Et vous savez que dans mon activité PGS,
mon entreprise, donc Palette Gestion Service, mon ministre de tutelle, c'est l'agriculture. Parce que, justement, ces palettes sont fabriquées avec du bois. Ce bois vient de forêts françaises et que, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on plante un arbre, moi, j'attends 30-35 ans avant de le récolter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne touche à aucune forêt naturelle. Celle où les gens se promènent, baladent leurs chiens, etc., font leur jogging, on n'y touche pas. Les forêts de production, ce sont d'ailleurs les forêts. Beaucoup de gens s'interrogent en disant, quand on connaît pas le monde du bois, en disant, regarde, ils ont planté ça de manière toute droite, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Aquitaine. Quand on va en Aquitaine, tous les pins maritimes sont plantés très droits. Et la bonne et simple raison, c'est que ce sont des forêts de production. Et pourquoi c'est droit? C'est parce que quand on va les couper, ce sera plus facile à exploiter. C'est marrant, je viens du bassin d'Arcachon, donc je connais ces forêts de pins, je vois très bien de ce dont vous parlez. Voilà. Et là-bas, ce sont que des forêts de production. Oui, c'est vrai que c'est pas une forêt où on plante pour produire du bois, sauf que notre récolte, c'est pas comme du maïs ou d'autres légumes, ou des fruits. La récolte, c'est dans 30-35 ans pour nous. Vous voyez, donc vous avez intérêt à agir de manière durable. Là, c'est vraiment le cas. Vous êtes obligé d'avoir une vision long terme. Voilà. Et si vous n'avez pas l'amour du bois, l'amour de la forêt, l'amour des arbres, et donc cette conscience écologique, mais qui vient par le produit et l'amour de la forêt et des arbres, parce que vous y êtes tous les jours, c'est même pas la peine de vous lancer dans des activités comme la nôtre. Vous voyez, et c'est ça un peu le déclic. Donc celui-là, plus le fait d'être père, quoi. Très important à pas oublier celui-là. C'est intéressant parce que dans ce podcast, on n'a jamais eu de père, on a eu des mères, donc c'est toujours bien aussi de rappeler ce point important. Maintenant, je rebondis sur un autre projet qu'on a un peu évoqué, c'est vous êtes président d'un club de rugby Rouen Normandie. Pardon, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Non, c'est bien. Rouen Normandie Rugby, c'est parfait. Ah oui, j'ai oublié rugby. Qui est en 2e division, donc vous êtes un club professionnel. Depuis peu, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je suis un rugbyman et c'est vrai que le rugby dans le Nord, c'est assez rare, mais c'est bien qu'il y ait des clubs comme Rouen, il y a Vannes aussi en Bretagne, donc moi je suis content que le rugby s'exporte. Mais en plus de ça, vous vous êtes lancé un défi. En 2018, vous avez décidé d'essayer, en tout cas, d'avoir un bilan carbone neutre sur les déplacements. Donc les déplacements en bus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est né ce projet, cette idée? Oui, alors bien sûr. Alors après, si vous voulez, il faut savoir que je me suis lancé dans le sport et donc dans le rugby, sachant que j'avais assisté dans ma vie, je crois, auparavant. Donc là, ça date de février 2017 quand nous sommes arrivés au chevet du club qui allait bientôt déposer le bilan. Une question de jour. Donc il fallait aller vite. Et dans le sport, comme vous savez, quand vous déposez le bilan, c'est pas comme une entreprise qu'on peut reprendre et poursuivre l'activité, c'est que vous êtes rétrogradé. Donc votre projet il s'effondre, vous retournez à la case départ et c'est très long pour grimper, pour monter, pour évoluer. Donc du coup, si vous voulez, on s'est lancé dans le rugby alors que je n'y connaissais ni les règles et je n'y avais jamais joué, ce qui est un peu atypique. Mais ce qui prouve qu'on peut réussir dans différents domaines à force d'abnégation, du collectif aussi. Le rugby est un sport qui inspire vraiment sur l'engagement. Qu'on retrouve d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, l'engagement, il faut mouiller la chemise, cette règle, cette discipline, cette loyauté, mais aussi les vraies valeurs du rugby, du collectif. C'est quand même un rare sport où pour aller de l'avant, il faut passer le ballon en arrière. Et quand quelqu'un marque un essai, c'est rarement une action individuelle et on ne fait jamais d'un joueur une star parce que c'est forcément né ou issu d'une action collective. Donc c'est pour ça que j'aime autant ce sport. Ensuite, donc on s'était fixé des objectifs sportifs et puis vous retrouvez le sens par rapport à notre discussion d'il y a quelques minutes sur le bois, la forêt, ce sens écologique, le fait d'être père. C'est-à-dire que beaucoup plus que les paroles, vous savez, les paroles en ce moment, l'écologie, on le voit dans tous les articles de presse, on le voit partout, etc. Enfin bon, c'est comme dans les entreprises, des gens qui ont des projets, des idées, j'en croise tous les jours, beaucoup, mais des gens qui font, j'en croise beaucoup moins. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire. Et donc, dès que nous sommes arrivés au club, on a dit donc on va faire différemment, puisqu'il y a beaucoup de transports. En plus, d'être bien précisé, nous sommes un des rares clubs du Nord. Nous sommes le club le plus haut géographiquement dans le nord de la France, puisque en dessous de nous c'est Vannes, qui a réussi aussi à se hisser en Pro D2 et conditionne le top 14. Donc de ce fait, nous avons alors
un coût de transport plus élevé pour aller jouer quasiment tous nos matchs, parce que les plus proches, c'est Vannes et Nevers, aujourd'hui. Et tout le reste, c'est dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Donc, on a un coût plus élevé, mais on a aussi donc des distances plus importantes faites parfois en bus, faites souvent en TGV, jamais en avion, mais en tout cas, voilà. Donc, la première étape, première année, c'était de dire, on va compenser le déplacement de nos joueurs pro, première année. Parce que, évidemment, ces actes écologiques ont un coût. Donc, première année, comme le club était pas en pleine forme, comme je vous ai dit, quand on l'a repris, il était au bord du dépôt de bilan, c'était l'objectif. La deuxième année, on a dit on va aller plus loin, on va compenser non seulement tous nos déplacements, mais en plus, on va compenser aussi ceux de nos jeunes, de nos espoirs, etc., etc. La troisième année, on a dit on va encore s'améliorer et faire plus, aller plus loin, toujours aller plus loin. Et donc, on a compensé aussi le déplacement de nos supporters. Donc tous ceux qui viennent à nos matchs, etc., on a dépensé, alors qu'ils viennent en voiture ou autre, gaz à effet de serre, tout en incitant par ailleurs d'ailleurs le développement du covoiturage. Il ne s'agit pas que de compenser non plus, mais il s'agit aussi de changer les habitudes de tout à chacun. Et puis la quatrième saison qui est en cours, celle qui est en cours, bon évidemment dans le contexte de la crise sanitaire, mais en tout cas l'objectif c'était encore d'aller plus loin, et c'était en plus maintenant de compenser les déplacements des équipes adverses qui viennent nous rencontrer à domicile à Rouen. Voilà. Vous voyez, donc chaque année, on progresse, on évolue et on va plus loin. Ce que je déplore d'ailleurs, c'est que cette initiative qu'on a entreprise dès notre arrivée en 2017, je pensais qu'elle entraînerait peut-être d'autres clubs, ça initierait d'autres clubs dans ce mouvement, et à ma connaissance, sauf erreur de ma part, en tout cas, je ne crois pas que d'autres clubs se soient lancés dans cette compensation carbone, de gaz à effet de serre. Je vous confirme, j'ai fait des recherches. Vous êtes le seul club aujourd'hui professionnel du rugby qui fait ça. Je suis même pas allé voir si d'autres clubs par exemple de football ou d'handball le faisaient. Mais c'est vrai que dans mes recherches, vous êtes le seul club qui fait ça aujourd'hui. Déjà, comment vous expliquez être le seul à avoir cette conscience-là? Écoutez, moi, vous voyez, je regarde pas ce que les autres font, si parfois pour avoir des bonnes idées et justement copier. Vous voyez, ça aurait pu être intéressant que d'autres le fassent. On a communiqué d'ailleurs dans la presse à ce titre. Bon, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma conscience à moi. C'est pas la conscience écologique, c'est ma conscience personnelle. C'est-à-dire, ma conscience personnelle, c'est bien d'avoir de mener des actions, de mener des actes. Mais par contre, quelles conséquences ils ou elles ont sur l'environnement notamment. Vous voyez? Et donc, moi, ce qui était important pour moi, je n'aurais pas conçu autrement, puisque je le fais de manière innée dans mon premier domaine d'activité, donc l'emballage bois, la forêt, mais je développe aussi plein de choses dans mon entreprise pour chaque année, en plus pour essayer. D'ailleurs, un point qui est important, puisque ces gaz à effet de serre ont été émis en Normandie, puisque nous sommes en Normandie, du coup, les arbres que nous replantons pour compenser ces gaz à effet de serre sont replantés en Normandie. Vous voyez, c'est pas une action marketing de com où j'aurais pu dire parce que ça coûte moins cher, tiens, de replanter par exemple en Aquitaine, justement parce qu'on replante de manière droite et que, puisque vous connaissez justement le bassin, tout est plat en plus là-bas, donc ça coûte moins cher. Et donc moi, vous voyez, pour le sens, c'est une question de valeur aussi, d'engagement et de valeur, et d'aller au bout de ses convictions et de ses valeurs. Donc c'était de dire, puisque nos gaz à effet de serre ont été émis en Normandie, on va replanter en Normandie. Voilà, c'est juste du bon sens. Vous savez, dans plein de choses actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, je dis et je répète à beaucoup de gens que je crois qu'il faudrait ramener dans beaucoup de sujets juste une bonne dose de bon sens. Je pense que beaucoup de choses fonctionneraient mieux. Bon voilà, donc on a juste appliqué du bon sens en se disant, puisque on a une action au travers du sport positive au niveau de l'inclusion notamment. Il n'y a pas meilleur que le sport pour de l'inclusion. Tiens, quand on se retrouve tous dans un stade et que vous avez autour de vous des gens issus de différents milieux sociaux, de différentes races, de différents milieux culturels, etc. Et que vous voyez autour du rugby. D'ailleurs, j'ai jamais vu une bagarre en dehors du terrain. Du terrain, il y a de l'engagement, c'est viril. Mais en dehors du terrain, moi, j'ai jamais assisté à une bagarre. Je rigolais l'autre jour avec des gens de la sécurité, puisqu'on en a, en disant, chez nous, c'est cool, le rugby, parce que il y a pas de souci quand le match est terminé, quoi. Contrairement à d'autres sports, vous voyez.
Et donc, en fait, c'est ça qui nous anime. Et puis sur l'environnement, c'est de se dire quand même tous les déplacements qu'on est contraint de faire pour aller jouer dans le sud-est ou le sud-ouest, on a une action néfaste sur l'environnement. Toutes ces personnes qui viennent justement, parce que quand on a repris le club, il y avait 500 personnes qui venaient assister à un match. Maintenant, on réunit évidemment plusieurs milliers de personnes qui se déplacent de plus en plus loin de la Normandie, puisqu'on en a fait un projet de Normand, et non pas que rouennais. Donc, ils se déplacent du Havre, qui se déplacent de Caen, voire même des Picards qui viennent d'Amiens, puisqu'ils ont plus le club de Lille qui n'existe plus dans le rugby. Voilà. Et donc, du coup, l'objet, c'était de se dire comment on peut amoindrir cet effet négatif qu'on engendre avec ces gaz à effet de serre sur les déplacements de nos supporters, de nos joueurs, de nos jeunes. Et voilà. Vous voyez, c'était juste du bon sens et la volonté toujours qu'à partir du moment où on essaie de faire des belles choses, en tout cas de réduire l'impact négatif que ça peut avoir sur certains domaines. Mais tout ça, aujourd'hui, ça a un coût quand même. Oui, c'est un coût financier. Un coût financier qui m'amène rien, ni sponsor supplémentaire, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un coût financier. Et aujourd'hui, pour savoir, ça représente à peu près combien d'arbres plantés et pour un coût de combien? Oui, alors après, si vous voulez, au moment où on se parle, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas le chiffre en tête, on communique tous les ans, et d'ailleurs ça doit être sur notre site internet, donc c'est pas mal de milliers d'arbres replantés en Normandie. Voilà, ça c'est certain. J'ai pas le chiffre précis et quitte à vous répondre, il vaut mieux que ce soit précis. Bon, sur l'aspect financier, oui, c'est un coût pour nous qui se chiffre depuis qu'on le fait en quelques dizaines de milliers d'euros quand même. Donc c'est pas neutre pour un club de sport, c'est pas neutre. Bon, maintenant on souhaite pas communiquer, si vous voulez, sur le coût. D'ailleurs, ce serait pas incitatif pour certains clubs de nous rejoindre. Donc je préfère les inciter sur juste l'image à donner, et puis surtout dans le rugby qui est vraiment un sport avec des valeurs particulièrement ancrées, des valeurs humaines, des valeurs fortes, etc., où j'espérais justement qu'on soit plus suivi. Voilà. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera peut-être demain. C'est vrai que le contexte sanitaire, au moment où on se parle, en plus, affecte énormément sur la partie financière les clubs. Donc, c'est évidemment plus compliqué d'initier une nouvelle action dans une période où vous voyez vos recettes qui baissent. Voilà, c'est clair. Et malgré ce contexte, parce qu'on sait que le rugby, la majorité des revenus viennent de la billetterie et des partenaires, malgré ce contexte, vous gardez cette action cette année. Oui, ça, l'action, on la maintient parce que je vois pas les choses autrement. Vous voyez, ça suspend pas quand vous commencez. C'est dans notre ADN aujourd'hui. À partir du moment où on crée une action qui peut avoir un impact négatif sur, on n'y pense pas. Vous voyez, dans le sport. On parle beaucoup écologie, mais dans le sport, j'ai jamais entendu des gens se plaindre en venant à un moment festif. Regarde, quand même, on a pris notre voiture, ça a un impact, etc., etc. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de venir voir un match en direct plutôt que de le regarder à la télé, évidemment. C'est comme un spectacle d'ailleurs. Bon voilà. Donc vous voyez, donc nous notre but c'était ça, c'était comment on peut compenser cette action négative qu'on a autour de l'environnement avec justement de plus en plus de gens, des milliers qui se déplacent pour venir voir nos matchs, plus le déplacement de nos joueurs, etc., etc. D'ailleurs, le déplacement des supporters est maintenant plus important en gaz à effet de serre que le déplacement de nos propres joueurs. On utilise énormément le TGV, ça c'est clair, quoi. Vous voyez, donc c'est juste à chaque fois que j'ai développé quelque chose, un projet, une entreprise ou autre chose, j'ai toujours été soucieux et préoccupé par aussi l'impact social. Donc c'est pour ça que le sport et le rugby notamment me plaît autant, par cette inclusion, ce que ça permet, mais aussi par l'impact environnemental. Voilà. Et si on veut justement préserver notre planète, parce que vous savez, la grande question, j'entends toujours, faut qu'on préserve la planète, etc., etc. Mais enfin bon, le gros souci, c'est pas la planète. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour la planète parce que néanmoins la planète, même sans être humain dessus, elle reprendra ses droits un jour ou l'autre. Voilà. Donc je suis beaucoup plus inquiet pour l'humanité qui détruit sa planète, quoi. Mais la planète, elle renaîtra de quoi qu'il advienne. On l'a déjà vu dans l'histoire. Donc la vraie question, c'est pas sauver la planète, c'est sauver l'humanité. C'est vrai que vous avez raison. Et ce que j'aime bien aussi dans votre discours, c'est que vous parlez beaucoup de lien social. Et je pense que tout est lié. Ce sont des problèmes qui sont liés entre eux. Ce sont souvent les inégalités qui engendrent beaucoup de choses. Et vous avez aussi des actions au sein de votre équipe. J'ai vu que chaque mois vous menez des actions avec le milieu associatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en plus entre le milieu associatif et l'écologie?
parce que c'est des actions autour du recyclage et en lien avec des associations sur les bouchons. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces actions-là que vous mettez en place aussi au sein de votre équipe? Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà l'envie par le sport de contribuer, d'être un acteur de son territoire, un acteur économique, mais un acteur du développement. Et moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai démarré tout petit, avec pas d'argent en poche, pas de diplôme, et pas grand monde croyait en moi à l'époque quand j'ai dit je vais lancer une société autour de la palette. Vous voyez, c'était très compliqué. Hein. C'est le 17e banquier qui a accepté de me prêter, mais les 16 autres auparavant m'avaient dit non. Donc toujours, si vous voulez, le concept pour moi, quand on devient plus gros, le plus gros doit aider les plus petits. C'est un concept là, chez moi, vous voyez, c'est un concept de vie. Et je pense que d'ailleurs l'économie fonctionnerait mieux si quand on devient plus gros, on tendait la main aux plus petits. Je vous dis ça parce que moi quand j'ai démarré, j'ai pas vu grand monde me tendre la main. Voilà. Donc j'ai ça dans mon ADN aujourd'hui. Vous voyez, dans mon ADN, c'est toujours comment on peut s'entraider pour essayer d'avancer plus vite tous ensemble. Donc, ensuite, il y a aussi la volonté dans le sport de faire attention aux enjeux financiers, aux salaires qui évoluent. Alors, on est très loin du foot dans le rugby, mais néanmoins, tiens, puisqu'on était en Fédéral 1 quand nous sommes arrivés, je vois quand même en 3 ans, hein, on s'était fixé comme objectif de monter en Pro D2 en 2 ans. D'ailleurs, à cette époque, on m'a dit c'est bien d'annoncer un objectif de monter en Pro D2, mais personne n'a jamais annoncé sous combien de temps. Vous voyez, dans tous les autres clubs de sport, j'ai dit je comprends pas parce que moi dans mes entreprises, quand je donne un objectif, il y a un objectif de faire ceci, mais sous combien de temps? Donc je dis je maintiendrai dans la presse notre objectif c'est 2 ans. Peut-être il faudra 3, peut-être il faudra 4, mais en tout cas j'ai un objectif de monter en 2 ans. Et on l'a d'ailleurs fait. Ça n'a pas été facile, rien n'est jamais facile. Ça s'obtient à la force, hein, etc. L'engagement justement. Mais en tout cas on l'a réalisé. Donc ce que je souhaitais aussi, si vous voulez, c'est que nos joueurs. Vous savez que parfois je préfère des joueurs qui sur le papier sont soi-disant moins performants plutôt que d'autres qui ont déjà fait des belles choses et qui demandent des salaires importants, plus importants en tout cas. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le dépassement de soi. Et ça, on l'obtient encore dans le monde de l'entreprise, mais aussi plus facilement dans le sport. Vous avez des fois des joueurs qui peuvent être très bons, mais qui finalement, comme ils sont très bons et ils le savent, vont être moins performants que un joueur soi-disant moins bon, mais par contre qui va se surpasser pendant des matchs, vous voyez, peut-être à 110 à 120%, qui va tout donner, qui va donner, comme on dit, ses tripes, qui va mettre tout son cœur sur le projet pendant le match, etc. Et avec cette force de l'engagement, du coup, va se surpasser. Et pour ça, il faut aussi, parce que vous savez, dans le sport, c'est comme un père avec ses enfants, il faut aussi leur donner une bonne éducation. Donc le fait qu'ils soient régulièrement en lien avec des associations du territoire, avec cette envie d'aider, vous voyez, cette envie de faire des actions collectives, ensemble, avec les autres joueurs. Donc, ça m'aide d'ailleurs dans le club à ce qu'ils préservent de bonnes valeurs. Et ça m'aide aussi pour l'esprit d'équipe et cette cohésion. Parce qu'ils le font, c'est pas un joueur tout seul ou deux qui vont faire des actions à l'extérieur, c'est plusieurs. Donc, on en fait, alors, par exemple, des choses qui peuvent être même rigolotes parce qu'on casse un peu les codes. Les joueurs vont aller remplir, qui sont plutôt des joueurs assez costauds dans le rugby, vont aller remplir des camions de bouchons pour une association qui s'appelle ici en Normandie Bouchons 276 qui récupère les bouchons des bouteilles plastiques, etc. et qui les revend après tri. Donc voilà, ils contribuent au changement. On va aussi dans des associations auprès de jeunes enfants, notamment au CHU de Rouen, pour les aider, pour que les joueurs aillent vers eux. Mais on développe plein d'autres initiatives aussi, qui est parfois de créer des liens forts avec des associations, de faire venir les jeunes aussi des associations ou les membres, pas toujours que des jeunes de l'association, qui sont peut-être jamais venus voir un match de rugby, aussi pour des raisons financières, hein, parfois, hein, même si le coût est pas très élevé encore d'une entrée à un match de rugby, mais enfin si on y vient en famille, ça peut commencer à faire un budget soirée, budget dépenses assez fort. Voilà, donc là on invite beaucoup, on offre beaucoup, etc. pour vraiment créer ce lien-là. Mais je pourrais vous citer des tas d'exemples pendant des heures et des heures de tout ce que fait le club autour de lui. Mais d'ailleurs, n'encensons pas que notre club, parce que ça, notamment dans le rugby que je connais du coup mieux maintenant, évidemment depuis 3 ans que je me suis impliqué, ça existe dans beaucoup de clubs. Hein. Quasiment même peut-être tous les clubs ont des actions sociales et géographiquement locales vraiment très fortes, hein, vraiment très fortes. Donc ce qu'on note, c'est que ces actions ont aussi un impact positif sur votre groupe, c'est ça, Rugbyman, et toute l'ambiance du club, je suppose, et même
la région. Oui, parce que ça a du sens. Vous voyez, quand on y met du sens, et on le fait pas parce qu'on a forcé, c'est que les joueurs d'ailleurs sont pas obligés. Hein, on cherche des volontaires à chaque fois, mais ils sont tous volontaires parce qu'ils passent des bons moments de cohésion. Ils rentrent dans ce que j'appelle la vraie vie, hein, aussi, parce que vous savez, quand on est dans des milieux protégés, quand on gagne pas trop mal sa vie, etc., il faut être connecté avec la vraie vie, hein, parce qu'on peut vite se déconnecter, être dans un autre monde où on se rend pas compte de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et tiens, puisque notre discussion tourne beaucoup autour de l'écologie, de l'environnement. Il y a une règle que je m'applique depuis des années, mais encore une fois, c'est du bon sens. Je me l'applique sans qu'on me l'ait expliqué. C'est juste inné. C'est juste, que ce soit dans mes entreprises ou ailleurs, je dis toujours, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a près de chez nous? Donc, quand je travaille, par exemple, avec des partenaires, avec des entreprises, des sous-traitants, eh ben, je travaille toujours avec des gens au maximum locaux. Pourquoi aller chercher des gens loin? Alors que finalement, sur notre territoire, si je prends l'exemple de la Normandie, on a tout ce qu'il faut ici, on a toutes les entreprises qu'il faut, on a toutes les compétences qu'il faut, on a tous les gens qui ont envie de travailler, etc. Et vous voyez, tout ça, plus on travaille de proximité, et pourtant je suis sur une activité industrielle, je suis pas sur des commerces de proximité, les pauvres d'ailleurs qui sont beaucoup éprouvés en ce moment avec ce reconfinement, mais en tout cas plus on travaille de proximité, plus c'est un sens. Je fais pas venir des entreprises même françaises qui viendraient de Bordeaux ou de Marseille si je les ai au pied de la Normandie. Vous voyez, c'est marrant. Et j'arrête pas de l'expliquer à plein de chefs d'entreprise, appliquons juste ça, et si, moi je crois beaucoup à la masse de plein d'actions individuelles. Vous voyez, plein de petites actions vont créer une grande masse, et c'est certainement comme ça qu'on pourra sauver l'humanité de la destruction de sa planète. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le parallèle avec un joueur de rugby de votre région, qui est aujourd'hui qui est dans l'équipe de France. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Gabin Villière, qui était en fait un pur produit de la Normandie. Je viens de regarder en direct, j'étais pas sûr, je voulais juste m'assurer de oui, c'est un pur produit. Il est né, élevé et formé en Normandie. Tout bon, lui c'est le pur produit, mais c'est vrai. Et en plus c'est un garçon donc que j'ai connu en février 2017 quand on est arrivé au club et qui m'a surpris. Et qui m'a vraiment surpris par sa maturité. Quand je l'ai connu, il avait à peine 21 ans. Et franchement, il m'a beaucoup surpris par sa maturité, par aussi l'amour qu'il a pour sa région, son enracinement, la Normandie, ses valeurs familiales. Enfin voilà, il m'a beaucoup surpris. Et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et que j'ai d'ailleurs toujours en contact. Il y a pas très longtemps, quand on pouvait se redéplacer, on a eu nous Rouen Normandie Rugby un match à faire à Aix-en-Provence. Et la veille, du coup, j'ai été le voir jouer lui à Toulon le soir. Et d'ailleurs le lendemain, il était avec moi pour revenir voir l'équipe de Rouen jouer à Aix-en-Provence. On a obtenu un match nul à l'extérieur face à une belle équipe comme Aix, donc on était contents. Vous voyez, donc j'ai beaucoup de liens avec Gabin qui non seulement était très mûr, et en plus qui garde, malgré son succès, les exploits qu'il a pu faire, parce qu'il a été aussi meilleur joueur de rugby au monde, de rugby à 7 à Hong Kong. Donc là déjà, c'est comme ça d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai perdu, hein, parce que là il a été très vite repéré par des clubs de top 14, il a eu plusieurs propositions et il est parti à Toulon. Donc quand il est parti, je vous cache pas qu'il y avait beaucoup d'émotions parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui et même d'amour pour lui, et lui-même pleurait d'ailleurs de partir du club de Rouen. Bon, maintenant, comme nous, on venait juste d'entrer en Pro D2 et il avait des belles propositions en top 14, c'est ce que je lui dis. Ma première réaction était de dire à Gabin, moi, je suis heureux pour toi. Moi, je suis vraiment heureux pour toi. Et voilà. Et on se retrouvera peut-être un jour plus tard. Si on arrive à monter un jour en top 14, on retrouvera certainement Gabin tellement il est attaché à ses racines. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous sensibilisez vos joueurs, d'un point de vue local. Ces joueurs peuvent s'exporter dans d'autres clubs et on peut imaginer que ces joueurs comme Gabin peuvent insuffler cet aspect social et écologique dans d'autres clubs. Donc ça peut aussi naître de ces petites actions que vous dites qui vont planter des graines un peu partout et qui vont se répandre sur le territoire. Oui, on a aussi Wilfried Patin qui est à Castres, qui a été fort, alors qui est pas normand d'origine, mais qui a été détecté par notre coach Richard Hill, qui a été formé, etc. Vous avez aussi, alors avant même qu'on arrive, Richard Hill, Jérémy Mauroy, qui était au Stade Rochelet, au Loup, voilà. Donc Jérémy Mauroy, qui est un produit normand aussi, vous voyez. Et donc du coup, il est vrai, ce que vous dites aussi a aussi un effet bénéfique envers le Rouen Normandie Rugby. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, 500 spectateurs seulement dans la tribune et de grosses difficultés pour recruter.
un club qui parlait déjà depuis très longtemps de Pro D2, mais qui avait jamais réussi à y accéder. Donc, pas une réelle motivation, si vous voulez, à ce que de bons joueurs à l'extérieur viennent jouer dans ce club-là. Ensuite, on avait aussi un problème, c'est qu'en plus, non seulement on avait du mal à faire venir des talents extérieurs pour progresser, faire progresser toute l'équipe, mais du coup, on perdait aussi en Normandie tous nos talents. Parce que comme vous aviez pas de club de haut niveau, tous les jeunes qui étaient formés, après ils partaient, beaucoup d'ailleurs allaient en Bretagne. Et ça, on a fini, si vous voulez, on en a terminé de perdre tous ces talents depuis qu'on est monté en Pro D2, parce que là, ils ont un club phare qui a encore de l'ambition, qui veut encore évoluer en Pro D2 et peut-être un jour encore plus haut au top 14. On sait que tout ça sera difficile, mais en tout cas, c'est nos ambitions, ça fait partie de nos ambitions, d'évoluer un jour en top 14. Et puis, à la fois, on a réussi, du coup, maintenant, à faciliter les recrutements. Comme dit le coach, il dit depuis que tu es arrivé, depuis que les joueurs aussi ont réussi à monter le club en Pro D2, non seulement le nombre de licenciés augmente, donc notamment des jeunes, et ça c'est très intéressant. Je préfère que les jeunes viennent jouer au rugby plutôt qu'ils jouent dans la rue ou qu'ils s'amusent trop et trop longtemps derrière leur console. Surtout de leur inculquer un sport qui a des vraies valeurs humaines. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis donc au niveau des recrutements, aujourd'hui, on a plus de facilité à attirer des talents. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois d'ailleurs que vous avez une action bénéfique sans avoir réellement engrangé de calcul à l'époque, c'est-à-dire on n'a pas fait une action bénéfique en disant du coup ça va nous permettre d'avoir un retour soit financier ou un retour autrement, vous voyez que finalement le temps nous le rend bien. C'est un cercle vertueux. Oui, et exactement. J'ai une question, plus une réaction de votre côté. Qu'est-ce que vous avez pensé quand Clément Castet, joueur du Stade Toulousain, en 2019, si je dis pas de bêtises, oui, c'était à la finale du top 14 contre Clermont-Ferrand, a dit à notre président Emmanuel Macron, il faut faire un effort sur l'écologie, monsieur. C'est une bonne chose. Vous savez, je pense que ce que je disais un peu en préambule, des gens qui parlent, des gens qui disent, des gens qui ont des idées, j'en croise plein dans tous les domaines, et pas que dans l'écologie. Mais voilà, j'en croise tous les jours. Et des gens qui font, on est beaucoup moins. Et il est temps d'agir. Et ce qui compte dans tout ce qu'on entreprend, et ce qui restera d'ailleurs, quand on a envie de transmettre, ce qui restera, ce seront les actes, ce seront pas les paroles. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et vous voyez que je pense qu'il a dit ça d'ailleurs d'une manière générale à notre président Emmanuel Macron, mais déjà on pourrait, comme Rouen Normandie Rugby l'a déjà fait, on l'a évoqué tout à l'heure, on pourrait déjà l'initier aussi dans le rugby, dans le monde du rugby, dans le monde du sport. Et vous, est-ce que vous avez pour ambition, vu que vous faites partie maintenant de la LNR, si je dis pas de bêtises, la Ligue nationale de rugby, donc maintenant vous êtes un club qui pesait de plus en plus au sein de ces groupes-là. Est-ce que vous avez vraiment l'intention d'insuffler cette énergie autour de l'écologie, mais aussi du lien social? Oui, alors nous sommes des petits nouveaux parce que comme on est arrivé l'an passé sur une saison qui en plus s'est arrêtée à peine à la moitié à cause du Covid, donc on est des petits nouveaux, le temps qu'on apprenne à bien connaître tout le monde, mais c'est sûr que on en parle avec différents présidents de clubs. Alors la période tout de suite qui est un peu triste et est très difficile financièrement pour les clubs n'est pas propice à initier une nouvelle démarche, mais dès qu'on en aura fini avec tout ça, je pense que oui. Vous savez, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de ne pas être un exemple. Je cherche pas à être un exemple. C'est pas intéressant ça, mais je cherche surtout à montrer l'exemple. Ça, c'est beaucoup plus important. Vous voyez, pas moi être un exemple, mais à montrer l'exemple. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus crédible quand vous voulez inciter après d'autres à le faire. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais ils se l'appliquent pas déjà eux-mêmes. Donc quand vous l'appliquez à vous-même, vous êtes beaucoup plus crédible et c'est plus facile d'entraîner et d'inciter, si vous voulez, d'autres à le faire. Ça marche dans tous les domaines, pas que l'écologie. Mais en tout cas, donc vous voyez, donc je pense que notre démarche, la preuve en est qu'elle est visible, puisque vous m'avez contacté. Vous voyez, comme quoi elle est visible. Donc elle donne du sens, elle peut donner envie et peut-être il faudra encore 1 an ou 2 ans de plus avant qu'un deuxième club, un troisième, un quatrième nous rejoignent. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ce sera la fédération d'un côté et la ligue de l'autre qui l'imposera peut-être. Et je trouve que ça aurait du sens, comme dans nos entreprises où on développe beaucoup cette économie sociale et solidaire, même avec des ratios à tenir parfois, qui sont fixés par le gouvernement. Ça aurait du sens qu'il y ait un engagement écologique aussi pour les clubs de sport et qui ne s'arrête pas qu'à trier les déchets ou des choses comme ça, des actions qui devraient être des actions de la vie courante.
Il n'y a pas besoin de se glorifier parce que un club X ou Y triste et déchet. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Faire évoluer l'état d'esprit, l'environnement. Vous voyez, c'est d'aller plus loin, comme je pense que nous sommes en train de faire. Et vous voyez d'ailleurs dans la discussion précédente qu'on a eue, chaque année, on se fixe un nouvel objectif encore plus ambitieux. On va encore plus loin. Voilà. Permet de rebondir dessus. Quels sont vos objectifs des années à venir pour votre club et sur cette partie plutôt de transition écologique? Notre souhait, ce serait, alors évidemment, d'inciter les autres, les clubs phares, Pro D2, Top 14, à nous rejoindre. Mais dans tous les cas, si vous voulez, c'est que une fois que là, on aura compensé la totalité des gaz à effet de serre de nos supporters, de nos trajets, de nos équipes, mais aussi des équipes extérieures qui viennent faire les matchs à domicile chez nous. Ce qui est quand même d'ailleurs assez innovant. Vous voyez, on aurait pu s'arrêter, compenser juste nos émissions de gaz à effet de serre, les nôtres, mais on va jusqu'à compenser ceux des équipes adverses qui viennent pour les matchs à domicile. À mon avis, ce sera d'essayer déjà de l'initier, de l'étendre aux autres clubs de Normandie, les autres clubs qui sont en fédéral 2, comme le HAC Rugby, qui est notre club doyen, que je rappelle d'ailleurs souvent dans le monde du rugby, que le premier club né en France, c'est un club normand, c'est le HAC Rugby en 1872. Ça, d'ailleurs, au début, si vous voulez, quand on est arrivé dans le rugby, ça m'a permis de légitimer cette telle envie que nous avions de monter en Pro D2 et que il n'était pas anormal, justement, que des clubs du Nord jouent au rugby. Parce que ça n'a pas été forcément facile avec tous les clubs. Quand on est arrivé en février 2017 dans les clubs de Sud-Ouest, enfin voilà, donc tout le monde n'avait pas cette démarche en disant oui, c'est bien d'avoir un rugby français répartis sur tout le territoire. Hein. Et voilà, il y a des clubs qui auraient préféré que le rugby reste plutôt un rugby du Sud. Non, moi je trouve que c'est tant mieux que d'autres territoires s'ouvrent au rugby. Ça change, il y a d'autres ambiances et là honnêtement j'étais pas du tout au courant de ça. Je pensais que ça avait commencé dans le Sud-Ouest avec les Anglais qui étaient venus. Je pensais pas que c'était en Normandie qu'on avait le premier club de rugby. 1872, le HAC Rugby en même temps que le foot, premier club de rugby en France, c'est 1872, c'est le HAC Rugby. Voilà, donc il est arrivé justement avec les Anglais, il y a toute une histoire, mais après on l'a pas gardé sur nos terres, il est descendu dans le Sud-Ouest principalement. D'ailleurs, avant le Sud-Est, c'est devenu le sport régional, voilà, là-bas. Et puis il a tellement été ancré, parce que d'ailleurs, si on rentre un petit peu dans le détail, quand vous êtes dans le Sud-Ouest, il y a un avantage, mais il y a un très gros inconvénient. Le gros avantage, c'est que vous avez le terreau, vous avez les joueurs. Ils sont tous là. Et dès qu'un garçon aime le sport et qui naît, notamment dans le Sud-Ouest, sa passion du sport, elle va souvent pour le rugby. C'est inné. Bon, voilà. Ce qu'on n'a pas, nous, en Normandie. C'est pas inné. Donc, il a fallu travailler, investir beaucoup sur la formation. Le gros des avantages du Sud-Ouest par rapport à la Normandie, par contre, c'est que, tiens, pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, on a été joué à Colomiers. Donc, à quelques tout petits kilomètres de Toulouse. Et vous voyez, Colomiers est en Pro D2, à Toulouse, vous avez un club de Top 14, un peu plus loin, vous avez encore un club de Pro D2. Ça veut donc dire que quand vous prenez en plus la carte de France, vous voyez qu'il y a que du vert dans le Sud-Ouest. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises et d'activités pour financer autant de clubs de sport. Et c'est très compliqué. Et nous, vous voyez, alors par contre, la Normandie est la région la plus industrialisée au regard de sa superficie, la plus industrialisée de France. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça, quand on est arrivé à la tête du club, il s'appelait Stade Rouennais. Et on a changé de nom pour ne pas renier la racine, bien évidemment. Nous sommes Rouennais, donc Rouen. Mais nous jouons pour toute la Normandie entière. Rouen Normandie Rugby. C'est devenu le club phare de la région, qui en plus, sur le concept que je vous expliquais tout à l'heure, les plus gros doivent aider les plus petits. Dès que nous sommes arrivés, on a invité tous les autres clubs de Normandie pour dire, nous, on va vous tendre la main et on va créer un rugby normand avec une identité normande et on va vous tendre la main. On va vous envoyer même des joueurs à nous pour essayer de vous aider à former parce que beaucoup de clubs n'avaient pas les moyens financiers. Donc, on a envoyé des joueurs formés d'autres clubs, etc., etc. J'avais dit aussi aux autres clubs, à partir du moment où on arrivera un jour, ce qui est le cas maintenant, à monter en Pro D2, vous allez voir que le nombre de licenciés va augmenter parce que là, les jeunes commencent à avoir tiens, tout à l'heure, vous parliez de Gabin-Villiers, donc certaines idoles, vous voyez, sur lesquelles ils peuvent s'identifier, parce que Gabin-Villiers, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est un pur produit normand.
ça. Et donc, vous voyez, on contribue à entraîner dans notre sillage les autres clubs normands. Alors évidemment, on a commencé comme une entreprise. Hein, je suis entrepreneur dans l'âme. Donc déjà par les clubs de proximité. Et puis chaque année, on s'étend de plus en plus au fin fond de la Normandie pour entraîner avec nous. Moi, j'ai dit quand nous sommes arrivés à la tête du club, et c'est ce qui m'anime le plus, c'est qu'on va être une locomotive pour les autres clubs de Normandie. Voilà. Vous voyez toujours cet esprit qui m'anime, qui n'est pas un esprit individualiste, juste de m'occuper du club de Rouen et qu'un jour il monte en Pro D2 et plus tard en Top 14, mais plutôt d'être une locomotive pour entraîner tous les autres dans notre sillage. Vous voyez, c'est toujours ma manière d'agir que vous retrouvez dans ma manière de diriger ou de gérer. Le collectif. Exactement, le collectif. Moi, vous savez, quand je me suis lancé, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une idée, j'ai été chercher 2 amis qui m'ont fait confiance alors que pas grand monde me faisait confiance à l'époque. Et ils sont toujours à mes côtés, presque 30 ans plus tard maintenant. Vous voyez, en 2023, ça fera 30 ans, ils sont toujours à mes côtés. Et donc, c'est déjà le collectif. Je me suis pas lancé seul, je me suis lancé avec mes 2 amis. On s'est associés tous les 3, on est partis à 3. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a écrit l'histoire. Pourquoi ? Parce que je dis d'ailleurs, il faut finir. S'il y a quelque chose qui m'horripile à l'époque où nous vivons, et surtout quand on voit le monde des startups qui ont tout compris, ces valeurs du collectif, du partage, c'est que c'est quand on cite ce vieux proverbe, ce vieil adage qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah vous voyez, ça m'agace, parce que j'arrête pas de dire, je vais même être un peu grossier, mais j'ai dit c'est une connerie, seul on ne va pas plus vite dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ensemble, plus vite et plus loin. Et seul on va pas plus vite. Voilà pourquoi j'ai toujours dans tous mes projets c'est cette notion du collectif, comment on peut entraîner les autres dans notre sillage, vous initier une bonne action, soyez déjà vous exemplaires pour du coup aller inciter les autres à vous suivre, vous voyez, pas chercher à être un exemple, restons humbles, mais par contre prenons l'exemplarité. On arrive dans les dernières questions. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à un club sportif ou une entreprise pour se lancer dans ces dynamiques ? C'est la première question est pas facile parce que de là à dire des conseils, je vois tellement de gens parce que vous savez il y a les clubs sportifs pro et puis après il y a évidemment le monde amateur dans lequel nous arrivons depuis peu, hein, jusqu'en Fédéral 1 c'est amateur, et je vois tellement de gens souvent bénévoles d'ailleurs hein, qui s'investissent en temps de manière très importante pour les autres. Bon, il est difficile de donner des conseils parce qu'en plus chaque cas peut être différent selon la zone géographique. Vous voyez, tout à l'heure je prenais l'exemple du Sud-Ouest et du rugby dans le Sud-Ouest avec ses avantages mais avec son inconvénient par rapport à la Normandie. Bon, donc c'est pas facile de donner des conseils, encore moins dans une période celle que nous vivons actuellement qui est extrêmement difficile. Bon voilà, je crois que le conseil qu'on peut donner de manière plus globale, que ce soit le sport ou autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je prends le temps de témoigner, d'apporter mon témoignage. Et c'est ce que je dis aux jeunes d'ailleurs souvent. Vous imaginez si quelqu'un comme moi qui avait 0 diplôme, pas d'argent, fils d'ouvrier, toutes les mauvaises cases pour un banquier à l'époque étaient remplies, avec une idée pas sexy à l'époque. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai jamais rien lâché. Vous voyez d'ailleurs ce que je dis à nos joueurs, on a le droit de perdre. Toutes les idées ou les projets que j'ai en tête, quand on les met en œuvre, ne réussissent pas tous. Ça, c'est sûr. On a le droit de perdre qu'à une condition, c'est si on y met tout son cœur, si on y met toutes ses tripes et si on ne lâche rien, on va jusqu'au bout. Vous voyez, à ce prix-là, on a le droit de perdre. Parce que d'ailleurs, en perdant, on a appris. Voilà. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est jamais rien lâcher, quoi. Et ce que je dis beaucoup aux jeunes, si vous y croyez, même si autour de vous il y a plein de gens qui n'y croient pas, si vous y croyez, en tout cas, allez au bout de vos idées. Et voilà, sachant que la vie d'un entrepreneur, donc c'est pareil dans le sport, est loin d'être un long fleuve tranquille. Je compare souvent la boxe d'ailleurs. Vous savez, on prend beaucoup de coups, mais tant qu'on n'est pas KO, c'est pas grave. Et quel livre ou ressources conseillerez-vous à nos auditeurs ? Alors vous m'avez posé la question sur le livre. Sur le livre, finalement plus qu'un livre, peut-être une histoire que je me suis replacé encore il y a pas longtemps au travers d'un film, et puis qui va rejoindre un peu notre entretien d'aujourd'hui autour du rugby et ce que le rugby peut amener. C'est Invictus, avec l'histoire de Nelson Mandela. C'est un film qui est chargé en émotions et surtout qui montre à quel point par le sport on peut réunir
et réunifier une nation. Sachant l'histoire de Nelson Mandela, on partait de très loin à cette époque-là. Et qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast? Écoutez, j'ai eu l'opportunité, il y a pas longtemps, de rencontrer une femme qui me paraît vraiment, je la qualifie d'extraordinaire, animée de plein de bonnes intentions, plein de belles idées, mais qui les met en œuvre, qui s'appelle Catherine Berthillier. Et Catherine Berthillier, donc, elle est à l'initiative de l'association qui s'appelle Chemin de Go, qui a un beau projet sur Bordeaux en ce moment pour la création d'une villa Chemin de Go, et qui tourne beaucoup justement autour de la formation, de l'éducation. C'est un projet très ambitieux parce qu'il chiffre à pas mal de millions, issus du milieu associatif. Et voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui, je pense que vous ne perdriez pas votre temps à l'écouter et à l'entendre, animé et pourvu de magnifiques intentions, mais qu'elle met en œuvre pour améliorer justement le monde dans lequel nous vivons. Ben, c'est noté en plus. De toute façon, je descends souvent sur le bassin d'Arcachon, donc ça sera l'occasion d'aller la voir sur Bordeaux. Donc je note d'aller voir cette personne. Je pourrais vous passer les coordonnées d'ailleurs en aparté si vous voulez, avec grand plaisir. Merci beaucoup. En raccrochant, je vous envoie son mail avec les coordonnées. Ben, super, je la contacterai. Je vous remercie en tout cas pour le temps et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.